deuxième segment de la semaine, un jeu et rôle. Où, Jeu et rôle, exactement. comme d'habitude, on va commencer par le jeu. Et Oui, Axel, je sais que tu travailles, que tu adores L5R. Je sais que tu es un grand ouais. fan d'L5R. Moi, un peu moins, mais c'est bien, ça permet d'avoir de la diversité. Et tu n'es pas un grand fan des mécaniques d'L5R, si j'ai cru comprendre, du jeu d'L5R, des différentes éditions, où je me trompe, j'ai des bêtises. Ouais. Alors, j'ai adoré L5RV3 parce que c'est le jeu avec lequel j'ai découvert le jeu de rôle et j'ai aimé lancer des sauts de D10 et faire des additions, c'était bien, fallait battre des seuils, etc. C'était très mortel. On y jouait de manière un peu très DD, très DDesque à tuer des monstres, régler sauver la princesse. Bref, on faisait des trucs un peu. C'était un peu la raison de... Parce que pour moi, je me suis dit, pourquoi faire du DD si en plus tu dois t'emmerder avec des règles sociales hyper compliquées, où il faut parler bien à son daimyo, mais bon, à la fin, quand même, le but, c'est Et, d'aller buter des monstres. Tu vois. mais Bon, justement, genre, L5R, c'est pas vraiment ça, quoi. je sais, je me doute que c'est pas ça, mais à l'époque où on m'avait présenté le 5R, les tables que je voyais ou de mes potes jouaient plutôt comme ça, le 5R. Donc je me disais, pourquoi? Oui. Oui, oui, il y avait cette rigidité, le code, enfin le Bushido, etc. Ce qui fait que L5R est pour moi une expérience complexe parce que j'ai beaucoup rencontré de tables compliquées où justement trop suivre les règles, machin, etc. Donc c'était un peu chiant. Bref. Tout ça pour dire que la cinquième édition est arrivée. C'est une super édition avec des dés spéciaux qui fonctionnent très bien, qui sont très efficaces, mais où les règles sont un peu lourdes et un peu omniprésentes. Surtout tout ce qui est combat et mécanique de technique, etc. C'est très, enfin, Euh, c'est très simulation de combat wargame pas, ou... pas vraiment, non, parce que c'est très centré pour le coup autour des émotions du personnage. Il y a la notion de conflit, il y a la notion de conflit qui est très centrale, justement avec la pression du Bushido, les envies du personnage, etc. Mais ça donne des mécaniques qui sont très léchées, qui sont très bonnes, mais qui sont très lourdes en fait. Ça met un peu une chape de plomb et pour jouer, il faut que l'EMJ et les joueurs soient un peu experts des règles à mon goût. Et pourquoi t'as ce ressenti? C'est quoi? Il y a trop de jets de dés, trop de sous-règles à Trop de jet de comprendre dés et trop de règles à comprendre en fait. Je pense, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir entre 100 et 140 pages de règles dans le bouquin de base quoi, pour te donner une idée. Avec en incluant évidemment les techniques, les katas, les machins. Donc c'est une partie du plaisir de L5R quand tu joues, mais pour moi c'est too much et c'est plus mon plaisir. Est-ce que c'est un Donc, jeu que tu pourrais dire comme un jeu à build? Genre, c'est le genre de truc où le joueur va passer 15 ans à ouais, choisir ouais, ses ouais, meilleurs feats complètement. pour Ouais, builder ouais, son... ouais. D'accord. Oui. Ok. Oui, oui, oui. Il y a des écoles et tu progresses au sein de l'école. Du coup, tu acquiers des techniques, puis tu vas aller chercher des techniques ailleurs. Enfin, bref, il y a plein de trucs. En plus, ça peut vraiment se justifier en RP. Donc, il y a un côté très cool. C'est pas que du build. C'est-à-dire que pour apprendre tes techniques, il faut retourner chez le sensei et travailler. Mais voilà, du coup, c'est too much pour moi. Euh, Grâce à Enzo, donc Balbuzar, l'auteur de Polska. Voilà, on s'est chauffé, on fait pas mal de jeux de rôle. Et on se dit, ah putain, j'aimerais bien jouer en MJ, un PJ. Il dit, ouais, moi aussi, puis on va tester les mécaniques. Et du coup, eh bien, je me suis dit que j'allais créer ma mécanique pour jouer à un L5R que j'aime et qui me plaît. Voilà. Et donc ce soir, je vous présente la mécanique de base Ok, donc l'idée c'est qui va dans ce segment jeu, tu nous montres ta mécanique, ce qu'elle change par rapport à L5R 5 édition, exactement. parce qu'on va comparer à la cinquième. On va Et, comparer à la cinquième. et pourquoi cette technique, pour toi, t'es plus à l'aise avec qu'avec celle de la Oui. cinquième? Pourquoi je la préfère? Pourquoi je pense que ça marche pour faire du L5R? Pourquoi il y a aussi un respect entre guillemets du matériau de base et des anciennes éditions? Bref, pourquoi j'ai choisi ça? Dans L5R, donc Legends of the Five Rings, il y a 5 anneaux qui sont le feu, l'eau, l'air, la terre et le vide. J'espère n'en avoir oublié qu'un. Et donc ces anneaux représentent globalement la personnalité du personnage et son affinité avec ces éléments. L'air, c'est la subtilité, la terre, la patience, le feu, la passion, l'eau, la flexibilité, le vide, le mysticisme, etc. Euh, et pour moi, c'est très intéressant, mais ça peut aussi représenter des approches. Comment tu approches une action? C'est-à-dire, est-ce que tu essaies de faire ça de manière subtile, donc tu vas utiliser l'air, est-ce que tu essaies de faire ça comme un espèce comme une brute, ça va être plutôt le feu, est-ce que tu résistes à ce qui se passe, la terre en combat par exemple? Voilà.
Enfin, de ce que tu dis, Donc on va d'arriver de avoir. manière passionnée, parce que tu peux être passionné sans que tu aies une grosse brute, mais... Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà, d'une manière passionnée où tu mets toute ton énergie, tu fais pas attention à ce que tu fais à ton corps, tu vois. Je veux défaire cet ennemi à tout prix, quel que soit le coût pour mon corps. Paf, ça va être un autre feu. Et ces anneaux-là vont correspondre à des approches, et ces approches vont décider le nombre de D10 lancés par le joueur. Alors pourquoi des D10? Parce que c'est un retour aux sources à la troisième édition, moi, ce qui est la troisième édition que je connais le plus, et toutes les éditions de L5R, sauf la dernière, se basent sur des D10. Donc on va avoir une main de D10 qui va être définie par l'approche. Sur le CD10, il va falloir faire des succès, donc avoir un score. Euh, il me reste encore une question, mais je pense que ça va être, par exemple, si tu as des compétences, les compétences vont définir le seuil de difficulté du test. Une compétence où tu as 0, il va falloir faire 0 sur ton dé. Une compétence où tu as 1, va falloir faire 0 ou 1, donc 1 ou moins. Une compétence où tu as 2, va falloir faire 2 ou moins. Donc ça va être visuellement, en fait, c'est simple, ton seuil de compétence va faire la valeur du dé que tu dois faire Mais ou moins. comment tu fais 0 avec un dé? C'est juste parce qu'il n'y a pas de Avec un dé 10? D10, eh Euh, ben si, ouais, c'est ça en fait. Le dé il va être gradué de 0 à 9. D'accord, c'est ça, c'est pas de 10, c'est 0. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà, c'est un petit twist. C'est un truc aussi qui est plus visuel. Ça vous rappellera pour certains, je pense, la mécanique de Cops. Et justement, voilà, la mécanique de Cops, ça me parle pas quand je voyais des 8+ et des 9+ sur la feuille, je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. Et je me dis que là, ça peut être beaucoup plus facile à lire. Donc globalement, ça va être un espèce de roll-under. Ça va être un espèce de roll-under à succès. Ok. Voilà pour la Et mécanique de base. tu l'as déjà testé? Oui, ça fonctionne en termes de probabilité, ça fait un jeu qui est pas si facile, mais où d'autres mécaniques viendront s'ajouter pour rajouter des possibilités pour le joueur d'avoir plus de réussite. Notamment, allez, j'en rajoute une petite, c'est les points de vide qui sont aussi très centrales dans l'univers de L5R et qui permettent de faciliter les actions des PJ. Et là, ça va avoir un aspect ludique que moi j'aime bien, c'est la relance. D'accord. La relance va permettre de relancer, de choisir les dés que tu veux relancer sur ton jet. Et ça va être du coup lié à l'univers dans le sens où eh bien, c'est parce que tu sollicites en fait les pouvoirs un peu mystiques, les kami, les choses autour. Et peut-être soit une réécriture de l'action ou soit in extremis le destin vient s'en mêler. Mais bref, il y aura cette petite mécanique de relance en plus. Donc tu regardes combien t'as en feu, t'as un nombre de dés Oui, qui est gradé de... oui. Combien t'as de... C'est quoi le maximum, minimum de dés qu'on a? Je pense que le maximum sera 5 et la moyenne sera 3 au début. Ah, Ça une mérite petite la moitié. encore Ok. de. Ouais, ça va nécessiter un peu de tests, notamment peut-être sur une campagne un peu longue. Parce que moi, c'est pas mon mode de jeu préféré, donc c'est pour ça que ça montera pas très haut. Mais ça peut valoir le coup. Donc en gros, on veut faire Ouais, du feu, on lance ses dés de feu, et ensuite on regarde combien on a, si tu veux mettre des coups d'épée en épée. Et donc si oui. t'as 4 en épée, ce qui est pas foufou, enfin c'est mieux que la base, mais c'est Ah, pas non c'est pas plus... mal, oui. Bah il faut Ah, faire, si, c'est beaucoup. faut faire des 4 moins avec des 10, c'est moins de 50% de Oui. chance de réussir quand même. C'est du Ouais, mais 40% t'as à plusieurs Warhammer dés. quoi. Ouais, mais Ah, t'as plusieurs dés du oui coup. c'est vrai. Oui. Parce qu'en fait, Tu lances 3 dés par exemple, et sur tes 3 dés il y en a un, et d'accord, ok. Exactement. Après, évidemment, il y a le nombre de succès selon la difficulté de l'action. Pour histoire de rajouter, en fait, c'est d'avoir deux marqueurs de difficulté qui vont être un marqueur qui est lié au personnage et à sa compétence. Parce que j'aime bien ce qui reflète plutôt bien l'esprit samouraï, c'est-à-dire bah, plus t'es bon, plus tu peux réussir. Mais en même temps, bah, en face, si t'as un mec qui est un peu costaud, t'as deux manières de moduler, quoi. Ok. Moi, Euh, quand tu me décris ça, ce que je trouve Ouais, intéressant, c'est d'avoir cherché la lisibilité. Parce que, oui, voilà, de dire, bah, j'ai 3 sur ma fiche en épée, je lance des dés, il oui, faut qu'il fasse 3 au moins, et s'il dépasse exactement. 3 c'est pas bon. Et ça, pour le coup, la lisibilité, c'est vrai. Et ça a été Ouais. ça a été ce qui a orienté mon choix. Je me posais vraiment la question parce que sur le D10, souvent l'objectif c'est de faire le plus possible. Et donc ça peut paraître un peu, comment dire, un peu contre-intuitif, mais je me dis qu'en termes de lecture, c'est plus facile et plus accessible directement. Et là, il y a zéro addition en Euh, plus, c'est ça, il y a pas, tu rajoutes pas et de il y a bonus. zéro addition. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a zéro addition. Là où il va y avoir des additions, c'est sur les dés en plus ou en moins, mais ça, ce sera dans un autre segment où je vous présenterai une autre partie de la mécanique qui me plaît beaucoup. Et donc voilà pour la mécanique de L5R que j'appelle le Light Genre of the Favoring.
Ok. Tu enlèves du coup Raycan, tu enlèves du coup le système de ND, oui, complètement. Le système de ND Qu'est-ce que c'est dans les donc le anciennes système de ND? Parce éditions, que ouais, ça ne me parle pas c'est du tout. le seuil à atteindre en fait. Parce que dans les anciennes éditions, il fallait lancer des D10 et additionner tous les D10 et faire plus que le ND. Si je ne dis pas de bêtises. Raycan, tu me corriges si je dis des bêtises. C'est le niveau de difficulté, donc c'était ça. Et donc, en fait, c'était très plaisant parce que tu jetais littéralement au bout de. Assez rapidement, tu jetais 9 10 des 9 10 des 10 et tu additionnais. Et puis après, il fallait faire ces additions, mais ça, c'était la phase chiante. C'est-à-dire que si t'es pas très doué en addition et en calcul mental, tu pouvais vite tomber à des 50, à des résultats à 50 plus. Et ça, c'était la partie un peu fastidieuse, quoi. Ça fait très monde Et des où, ténèbres ta boîte de D10, quoi. ouais, mais plus facile à lire, le monde des ténèbres, parce que justement, c'est des chiffres qui sont pas liés les uns aux autres, tu as besoin de faire d'addition. Et je l'avoue, il y a eu beaucoup de triches aux tables de L5R où j'ai pu jouer avec ces vieux systèmes, et c'est jamais très plaisant. Alors, je suis pas, en vrai, en soi, quand t'es MJ, c'est pas très impactant, c'est pas grave. Si le mec il s'éclate en gagnant, en réussissant, tant mieux pour lui. Mais ça ruinait un peu le fun autour de la table et c'est cette lecture facile va éviter le bah, il fait 62. Bah mec, je sais pas comment t'arrives à 62 là, il y a 43 quoi. Euh, C'est les virgules! voilà. Ouais, c'est ça, c'est les virgules. J'ai fait des retenues, je me suis bourré quelque part. Ça s'est trompé. Mais voilà, voilà cette base simple, mais qui viendra pas se complexifier, mais s'enrichir avec d'autres mécaniques qui vont justement coller au trope L5R. Très bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, on y reviendra après que Matt nous parle du Loyal Mauvais. Donc la suite des alignements, troisième partie, et On est au tiers. on finit avec les loyaux et on attaque le loyal mauvais. Évidemment, quand on dit loyal mauvais, l'idée qui vient tout de suite en tête, principale, je pense, j'ai fait regarder un peu sur internet, quand on met des classements sur des tableaux de loyal mauvais, c'est toujours le même qui revient, il n'y a pas trop de doute, tout le monde met Dark Vador en loyal mauvais. Donc Dark Vador, je vous rappelle, qui fut le padawan de Obi-Wan Kenobi. C'est à peu près le seul endroit où je pourrais placer Obi-Wan Kenobi dans cette histoire, puisque Obi-Wan Kenobi n'a absolument rien à voir avec le mauvais. Malgré tous ses efforts pour changer d'alignement dans sa vie, il n'a jamais été loyal mauvais. Il essaye, mais Il n'a jamais réussi à être loyal mauvais. Donc, le loyal, on est d'accord, c'est celui qui sert l'ordre, et mauvais, c'est-à-dire qu'il va abuser de cet ordre, et qui va l'utiliser à ses fins personnelles et pour sa progression personnelle. Donc, évidemment, c'est le méchant le plus classique, celui où vous voulez un méchant qui soit pas juste une brute décérébrée qui va tout péter. Le chef de l'Empire mauvais, que ce soit Dark Vador ou n'importe quel lieutenant qui aime les bruits de bottes et les saluts un peu hauts, on le met en loyal mauvais et il fait le job en tant qu'MJ, c'est quand vous mettez loyal mauvais sur quelque chose, vous savez où vous allez. Le truc, c'est que ce loyal mauvais, encore une fois, l'idée c'est de donner comment épicer votre RP quand vous jouez. Si vous décidez de jouer un loyal mauvais, comment le jouer lorsque vous êtes joueur? Parce que c'est quelque chose, on imagine peu. Comment jouer un loyal mauvais? Eh bien, je pense qu'on peut arriver à jouer un loyal mauvais, même avec un loyal bon. Ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, ils vont certainement se plier, ça va être un des intérêts d'ailleurs de cette relation. Mais en gros, le loyal mauvais, c'est comme ça qu'on le perçoit nous. Mais si vous êtes un joueur et que vous décidez de prendre un loyal mauvais, c'est pas sûr que vous percevez comme loyal mauvais. Techniquement, vous servez la loi, l'ordre et la justice. C'est que c'est votre but, vous êtes là pour que ce soit respecté. Les méthodes vont varier, c'est là où on va rentrer dans le détail, mais techniquement, vous pouvez tout à fait considérer que vous êtes un paladin comme les autres, quoi, ou en tout cas un gardien de la justice, un flic, et je vais y venir justement, un politicien. Oui. Ouais. En gros... On se perçoit rarement comme méchant, hein. Voilà. Même quand on est très méchant. Et par mauvais, ce qu'on entend, c'est vous servez vous-même. À la fin, in fine. Alors, on peut imaginer la version extrême où je dois absolument tuer, assassiner des gens, mais en fait, non. À la fin, tu utilises le pouvoir à ton avantage. Et donc, on peut imaginer une bande de personnes se battant pour la loi, l'ordre, l'empire ou la royauté contre la barbarie.
Et ce qui va faire la différence entre les autres gars de loyaux, c'est qu'à la fin, s'il faut tirer la couverture à soi pour gagner des points et devenir en gros le petit... si vous êtes envoyé par l'Empire et je parle pas obligatoirement de l'Empire de Star Wars, hein, vous êtes envoyé par l'Empire de Warhammer par exemple, pour aller assujettir ces odieux peaux vertes qui ont détruit et envahi des villages et dont vous allez, et vous êtes Loyal Mollet, vous allez débarrasser les peaux vertes et vous allez faire ça avec tous vos potes loyaux qui sont avec vous. Et puis quand il s'agira de tirer la bonne corde pour savoir qui est-ce qui va devenir le gouverneur de cette région, le Loyal Mauvais, c'est là où il fait « Hey, c'est moi le gars !» C'est moi le gars, c'est moi qui dois prendre ça. Puisque tout l'intérêt du Loyal Mauvais, c'est qu'il va utiliser la loi, l'ordre, la force qui lui est donnée pour en abuser. Mais encore faut-il l'avoir, cette loi et cette force. C'est-à-dire que quand un Loyal Mauvais qui n'a pas de pouvoir, il va tirer un peu la couverture à lui, mais il pourra faire moins de mal et donc sera plus facilement à vivre avec que Loyal Mauvais qui est le chef des armées dans l'Empire de Star Wars, quoi. Et donc je pense que c'est un type de roleplay qui peut être pas inintéressant à jouer si vous jouez des gens qui servent une cause qui peut paraître juste à toute la table, et le Loyal Mauvais est aussi d'accord avec le fait que cette cause est juste, mais à la fin, lui, il n'hésitera pas à jouer un peu perso, parce que ce qui l'intéresse, c'est son intérêt personnel, c'est sa réussite personnelle, et que bon, si de temps en temps, il faut marcher un peu sur la gueule des autres, etc. Voilà, bref. Si vous voulez jouer... Deux innocents périssent. Voilà, si vous voulez jouer à un homme politique corrompu, par exemple, le Loyal Mauvais est un très bon alignement. Donc voilà, donc je pense que si bien sûr tout le monde est autour de la table est d'accord avec ça, hein, et que vous voulez jouer une sorte d'antagonisme qui va venir avec le temps, qui va pas être là tout de suite, hein, vous êtes tous ensemble dans la même quête, dans le même but, avec un objectif que vous trouvez tous comme positif. Et comment, à la fin, le loyal bon, il va se sacrifier, il va certainement passer pour le gars qui va rentrer chez lui, qui aura rien, et on va lui donner un petit nonos. Le loyal neutre, il va être sûr que l'ordre est respecté, et que il va même essayer de se présenter comme le chef du gouvernement, mais à la fin, celui qui va gagner, c'est le loyal mauvais, parce qu'il aura tiré les meilleures cordes par rapport aux autres. Donc voilà, ce que je pense qu'on peut faire avec les loyal mauvais. Cortex nous a acheté un Macron RPG, exactement. Je sais pas si Macron est loyal mauvais, je ne partirai pas dans ce genre de discussion. On peut faire les alignements des zones politiques. Hein, mais dans pas mal de fiction, je parle bien de fiction, oui. Il y a la représentation de l'homme politique corrompu est un grand classique, un grand trope qui est donc tout à fait utilisable dans le jeu de rôle. Et avant de devenir homme politique et d'avant d'avoir le pouvoir, il faut y arriver, hein. Donc, c'est ça. Oui, c'est l'ascension de l'homme politique corrompu, quoi, finalement, qu'on peut jouer. Exactement. Et donc l'ascension de ce personnage-là qui va pas se battre pour l'idéal, qui va pas se battre pour sauver des gens, qui va se battre pour lui. Ok. Pas mal. Voilà. Jouer des loyaumes mauvais. Jouer Dark Vador. Jouer Anakin qui devient Dark Vador, finalement. Ouais, mais le problème de Dark Vador, c'est qu'il a trop de pouvoir. Dans tous les sens du terme. Pour un joueur, j'entends. Pour un joueur. C'est-à-dire que s'il y a une table... Pour un joueur. Non, mais le personnage est un très bon méchant, c'est un très bon antagoniste. Mais vous jouez à une table de joueurs. Si tu veux être Dark Vador, il faut que tu aies une fiche cheatée, il faut que l'Empire en question te donne les pleins pouvoirs. Enfin, je veux dire, il reste pas beaucoup de place pour les autres joueurs autour de la table. Moi, je vous vendais comment jouer un Loyal Mauvais et pouvoir le jouer avec des potes et faire une table intéressante et fonctionnelle. Oui, Palpatine. Voilà. et fonctionnelle, quoi. Voilà, donc jouez pas Dark Vador finalement. Voilà. Et amusez-vous à jouer des loyaux mauvais. Ciao, ciao. À bientôt sur la JDR.